Patrick, je ne vais pas faire semblant de vous découvrir aujourd'hui, nous nous fréquentons depuis trop longtemps. Et ce qui m'intéresse au moment où les feux de l'actualité sont braqués sur PSA, c'est votre connaissance des acteurs, votre connaissance intime du milieu financier. Vous avez aussi et surtout dirigé pendant 22 ans une lettre d'information ultra confidentielle basée à Tokyo, qui aura été l'œil des constructeurs européens et américains sur l'industrie automobile nippone quand le monde entier tremblait devant ce péril jaune. Bref, vous êtes ce qu'il est convenu d'appeler un orfèvre de l'intelligence économique et à ce titre, j'ai apprécié la manière dont vous vous êtes penché sur les bijoux d'une famille qui nous est chère dans un petit ouvrage au titre énigmatique « La revanche des Peugeot ». Sincèrement, vous croyez au retour du Jedi ? J'y croyais. Je pensais sincèrement qu'à l'époque où tout le monde disait que la famille était à sec et où le groupe était sur la paille, il y avait suffisamment de ressources pour que ce groupe redémarre. Et si le groupe restait dans la famille, il aurait suffi d'intervertir les rôles des deux cousins, Thierry et Robert. Ouais, cela étant, vous dites que Peugeot est la seule stratégie perdante des grandes familles de l'automobile. Quand on voit Kvan, Toyota, Ford, Agnelli, ça marche plutôt. Tout le monde marche, sauf Peugeot. Bah oui. Mais ce que ce livre démontre, c'est que quand on étrangle un groupe, il ne peut pas se porter bien. Oui, il y a une contradiction quand même dans le discours. On veut garder le contrôle, mais la réalité financière de la holding familiale dit le contraire. On diversifie à tour de bras et puis on n'a plus d'argent à disposition. Voilà, ils sont arrivés au point où seulement 25% de leur patrimoine est investi dans PSA. Et donc effectivement, la contradiction est flagrante. PSA ne pèse plus que 23% dans les actifs de la FFP. Tout à fait. Alors on comprend bien qu'une famille qui n'a que le quart de ses actifs dans un groupe, ce groupe n'est plus si important pour lui, et c'est ce qu'ils sont une fois de plus en train de démontrer. Oui, la politique est symbolisée par Robert Peugeot, que vous épinglez au passage aussi, qui n'a pas été complètement nul quand même dans le traitement du patrimoine. Le patrimoine a bien prospéré dans les dernières années. Alors il y a vraiment deux grandes décisions. La première décision, c'est que fait FFP son argent, si il en met une partie dans PSA ou si au contraire il diversifie la totalité de ce qu'il a gagné avec PSA. La première décision, ça a été manifestement de tout diversifier. La deuxième chose, c'est qu'il a bien diversifié. Donc il a fait une grosse bourde dans la première partie et il a peut-être contribué à l'échec de PSA, mais il a été un assez bon gestionnaire dans la deuxième partie. Oui, bien diversifié. Il a diversifié surtout vers les familles amies, dans des investissements à long terme qui ne lui permettaient pas de disposer de ressources rapidement, si j'ai bien compris. Allez savoir si c'était pas sa stratégie, de ne pas pouvoir récupérer d'argent quand le groupe en avait besoin. En tout cas, Robert, c'est vraiment le moins Peugeot de la famille, c'est le moins qu'on puisse en dire. Hein. Parisien, fêtard, peut-être noceur même, en tout cas voyant, bling-bling en diable, roulant Ferrari. C'est pas tout à fait dans la culture maison, ça. On peut ajouter chasseur en Afrique, oui, avec des problèmes de vol d'or dont on ne sait pas très bien si ce sont des lingots ou des bijoux. Effectivement, il est aussi peu Peugeot qu'on peut l'être. Et tout l'oppose à son cousin Thierry. Et même on pourrait dire que tout l'oppose au reste de la famille, sinon que Thierry non plus n'a pas la cote avec le reste de la famille. C'est sûr, mais il est quand même président du conseil de surveillance, alors là c'est une autre contradiction. C'est la façon dont ça a été monté, c'est-à-dire que quand Pierre est décédé, c'était presque normal que ce soit la branche de Pierre qui ait le premier choix. Oui. Et Pierre était le père de Thierry. Qui était le père de Thierry. Et qui était vraiment le patriarche de toute la famille. C'était l'époque où certains journaux titraient un groupe assez extraordinaire qui appartient à une famille qui ne l'est pas tant que ça. Oui, donc Thierry, pour revenir à Thierry, vous dites de donc, lui Thierry qu'il est premier discret, qu'il est plutôt terne, très Peugeot, voire limité. Très loyal, très discret, très provincial. Mais c'est surtout le monsieur qui dit non. Le monsieur du veto. Alors, c'est le monsieur qui est enraciné. Et du coup, dès qu'on lui présente quelque chose qui est un petit peu osé, un peu ambitieux, un peu à l'extérieur de France, eh bien, il hésite et souvent, il s'oppose. Ben, vous vous rappelez, à juste titre d'ailleurs, qu'il a cassé Jean-Martin Fols et ses ambitions. Jean-Martin avait des ambitions pour le groupe. Tout à fait. On raconte que Jean-Martin Fols est venu le voir. Ben oui, exactement. Est venu le voir avec un plan extrêmement ambitieux. 4 millions de voitures. Presque 4 millions de voitures, mais produites là où c'est rentable de les produire. Et une marge de 6% qui fait rêver. Voilà. Et puis Thierry a refusé ce deal en disant on produira des voitures peut-être, mais on les produira en France. Mais est-ce qu'il a eu tort de dire non? Parce qu'il y avait quand même dans le programme de Jean-Martin Fols 3 usines à fermer en France d'urgence. Il y avait des sacrifices à faire en France. Et c'est probablement ce qui a rebuté Thierry.
Bref, il barre la route aussi à son frère, Robert, à l'occasion du départ de... Alors Robert est son cousin. Robert était un candidat en fait. Bah oui, il était un candidat. Alors pourquoi Robert est candidat? Bon, Thierry a fait l'ESSEC, mais Robert surtout il a fait Centrale et l'INSEAD. Donc assez diplômé. Et puis Robert a peut-être trop diplômé, il y a eu de la jalousie dedans. Non. Disons qu'il y avait de la rivalité surtout. Et puis Robert, lui, il a eu des postes opérationnels de haut niveau, ce qui n'était pas le cas de Thierry. Ah oui, bien sûr. Il a été patron de la recherche quand même et des projets. C'est quelque chose de très important dans un patron méritoire. Et un patron méritoire. Bon, c'était pas la promotion au canapé, non. En l'occurrence. Oui. Le manque de peau, le pauvre Streff est tombé malade et gravement malade. C'était pas prévu au programme, mais ça a tout fait péricliter quand même. Il y a eu un épisode précédent qui doit montrer aussi pourquoi Thierry est tombé en disgrâce. C'est que, comme il s'était heurté à Jean-Martin Fols a fait une confidence à Thierry. À mes 60 ans, je pars. Et Thierry a gardé cette confidence pour lui. Oui, vous lui reprochez d'ailleurs quelque part. C'est pas moi qui lui reprochais, toute la famille. Toute la famille lui reproche. Parce que quand Jean-Martin Fols est parti, la famille a dit, mais ébahi, c'est quoi ce truc? Il a dit, mais attendez, votre président du conseil de surveillance est prévenu depuis plus de 6 mois. 6 mois sans rien dire. Non, c'était vraiment un homme du secret. C'était un homme qui avait probablement peur de partager le pouvoir. Oui, et puis derrière, donc il y a l'épisode Streff que j'ai rappelé, et également Varin, parce que ces patrons-là ont du mal à s'affirmer face à Thierry Peugeot, qui est peut-être discret et terne, mais qui est quand même présent. On peut faire une supposition concernant Varin, c'est que Varin est un homme de l'industrie lourde. Et c'est un homme plutôt du process que du design. C'est du B2B. Ouais, on peut tirer à boulet rouge, mais on peut dire aussi, juste titre, que Calvé et Fols et Streff et Varin ne sont pas des hommes de l'automobile. C'est vrai. Mais c'est quand même concernant pour un constructeur. Mais l'idée, c'est que le conseil de surveillance à cette époque a pu faire le pari que ce qui manquait à Peugeot, c'était plutôt un bon process. C'est pas rentable de produire en France, on va quand même essayer de le faire. Alors Varin est un homme de produit, mais pas un homme de l'automobile. C'est un homme de l'acier. C'est un homme de l'acier. Mais il a quand même multiplié par 15 la valorisation de son groupe. Ce qui est juste extraordinaire. Ce qui est tout à fait extraordinaire. Qui sera rendu à Tata Steel. Mais Tata tient à Varin, ne lâche pas Varin, et que les Peugeot, et singulièrement Thierry Peugeot, veut à tout prix. Donc ils devront attendre. Finalement, l'arrivée de Dongfeng et de l'État français prise la fatalité. Il n'y avait pas de fatalité. Tout pouvait rebondir et c'était presque facile. Il y a ce fameux rapport Bernstein. Bernstein est un grand groupe financier, ils ont de très bons analystes et ils ont démontré qu'il n'y avait même pas besoin d'augmentation de capital. Oui, il y avait des choses à faire. D'abord, les actifs ça pouvait redécoller. Le groupe n'était pas plus endetté que n'importe quel autre groupe européen qui se porte moyennement bien. Ensuite, il y avait des actifs qu'on pouvait vendre. Pourquoi est-ce que PSA veut aussi souvent et aussi, de façon aussi persistante garder Forcia, qui vaut quand même pas loin de 2 milliards, plus 1,5 milliard de dette, ça faisait et qui ne demande qu'à voler de ses propres ailes, qui volerait probablement mieux ses propres ailes. Qui volerait beaucoup mieux ailleurs. Et puis, la famille a quand même de l'argent. On se rappelle qu'il n'y a que 25% de son patrimoine dans PSA. Donc, s'il y avait une augmentation de capital, qui encore une fois n'était pas absolument nécessaire, il pouvait suivre très facilement. Et puis, j'ai également le souvenir d'un projet que vous avez présenté à Jean-Martin Fols, des motoristes, qui reste plus que jamais d'actualité. L'idée, c'est que toutes les autres activités de transport, le motoriste est indépendant du constructeur de Exemple, l'aéronautique. L'aéronautique, les bateaux, même dans la Formule 1, c'est Renault qui fait les moteurs. J'entends bien, mais l'aéronautique est emblématique, là, avec General Electric, Rolls-Royce, Safran qui marche du feu de Dieu. Exact. Et vous avez des constructeurs, Boeing, Airbus, qui marchent aussi très bien du feu de Dieu, sans être motoriste. Et c'est comme ça qu'on dégage de la valeur. Un motoriste est capable de dégager la valeur du moteur, là où un constructeur intégré n'est pas valable de donner la même valeur à ce moteur. Et c'est bien l'idée centrale de cette thèse. C'est l'idée centrale, c'est l'idée qu'on peut faire quelque chose de plus pertinent, et puis dans l'immédiat de gagner 3 francs 6 sous quand même, quelques milliards d'euros. Ah, c'est plus que 3 francs 6 sous, c'est quelques milliards d'euros. On est bien d'accord. Non mais je le dis, il y a de l'argent à prendre. C'est un projet à 100 milliards. Bon, vous posez la question, et si Robert avait pris la place de Thierry et Thierry la place de Robert? Alors c'était intéressant parce que Thierry, à la tête de la FFP, il aurait voulu que l'argent de la FFP reste dans le groupe PSA. C'est son ADN à lui. Bien sûr. Alors que Robert a fait tout le contraire. Si Robert avait été à la tête de PSA, il aurait accepté le plan de Jean-Martin Fols. Il n'aurait pas beaucoup hurlé à l'occasion des quelques usines qu'on allait fermer. Il aurait peut-être même renforcé. Il aurait peut-être même, avec un peu de cynisme, renforcé.
Et ce serait un groupe qui ferait donc plus de 4 millions de voitures, avec 6% de marge, et qui se porterait aussi bien que les autres groupes familiaux qui sont dans l'automobile. Et le patrimoine familial serait probablement multiplié par 4. Et le patrimoine familial serait considérablement renforcé par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui. Alors sur le fond, on peut penser ce qu'on veut de Dongfeng. Vous dites que 14% du capital pour quelques centaines de millions d'euros, c'était quand même peut-être un peu excessif. Alors effectivement, les actions ne sont pas payées cher, 7,50 €. Oui, 7,50 €. Quand le cours est à 12,50 €, donc on a 5 € d'écart là. Il paye 5 € de moins que l'actionnaire actuel. Ça fait une grosse différence. Reconnaissez quand même aussi objectivement qu'avec 14%, on ne fait pas grand-chose dans une boîte. On n'impose pas sa volonté. Alors d'abord, ils sont 3 à avoir 14%. Bien sûr, dont l'État français. Voilà. Et comment on sort d'un ménage à 3 ? C'est pas très facile à imaginer. Déjà, un ménage à 2, c'est pas facile, même quand on a 40%, même plus de 40%, ce qui est le cas de Renault chez les Nissan, que vous connaissez bien, puisque vous avez fait en sorte qu'ils se rencontrent, si ma mémoire est bonne. Et ça peut empêcher Nissan de se refaire une belle santé et de peser aujourd'hui bien plus lourd que Renault sur le plan industriel. Tout à fait. Mais ça, c'était la grandeur de Renault à l'époque, d'imaginer une alliance qui soit d'égal à égal, malgré la grosse participation et les gros risques que Renault a pris en rentrant chez Nissan. Du coup, je propose une petite modification à votre titre. Non pas la revanche des Peugeot, mais la revanche de Peugeot. On peut effectivement penser que dans la conjoncture actuelle, Peugeot est très très bien positionné pour rebondir. Et rebondir plus vite que les autres. Le grand avantage quand on a subi cette crise qu'a subi Peugeot, c'est qu'on a appris à serrer les boulons, on a appris à faire plus avec moins. Et là, ils ont un peu mangé leur pain gris et je pense qu'il va leur rester maintenant de belles années, surtout s'ils sont correctement capitalisés.